Bonjour à tous, je vois que vous commencez à arriver, donc c'est super. Je me présente, je suis Camille Promera, je fais partie du collectif UX Writers FR, qui est composé de 3 personnes. Et donc ce soir, on est hyper content d'accueillir Mike Winnington qui va nous parler du design system. Donc, pour vous faire une petite intro, tout d'abord, UX Writer FR, c'est quoi exactement? En fait, c'est un groupe, c'est à la base un groupe Meetup, mais on aimerait beaucoup l'élargir. C'est un groupe qui vise vraiment à fédérer les rédactrices, les rédacteurs orientés UX francophones, donc de France, du Québec et bien sûr d'autres pays. Et il s'adresse vraiment à celles et ceux qui souhaitent se rencontrer pour partager leurs idées, leurs interrogations, leurs réflexions autour de ce nouveau métier et en fait qu'on puisse tous les partager ensemble. Alors, on a quelques nouveautés de notre côté. Donc, tout d'abord, on va vous annoncer sous peu la date de notre prochain meet-up. Donc, il aura lieu courant avril. Et on est vraiment hyper content de cette thématique parce qu'on va parler de la performance du contenu. Et on aura la chance en fait, de recevoir plusieurs speakers qui travaillent ou qui ont travaillé au sein du groupe Accor. Et donc, on va parler justement d'A/B test, de comment surveiller la performance du contenu, comment choisir le bon wording selon les circonstances, selon les utilisateurs. Donc, on vous annoncera la date, je pense, dans les prochains jours. J'espère pas les prochaines semaines, mais sans doute très rapidement. Le deuxième point, c'est que voilà, on est toujours en quête aussi de nouvelles têtes et de nouvelles thématiques dans le monde de l'UX Writing en France. On a envie justement que des personnes plus juniors, des personnes en reconversion, des personnes qui ont des métiers un peu connexes se sentent accueillis et envie en fait de venir parler à notre meet-up. Donc, si vous avez envie de faire un retour d'expérience, si vous avez envie d'évoquer un sujet en particulier, pardon, ou de parler d'un process que vous avez mis en place, vous pouvez évidemment nous contacter, soit via le groupe Meetup, soit via mail. Donc, notre adresse email, c'est uxwritersfr@gmail.com. Et on a aussi un Twitter et un LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit privé ou pas, et on sera vraiment très, très heureux d'avoir de vos nouvelles. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Mike. Donc, Mike, je pense, va se présenter. Il travaille chez Driving Gatorade en tant que QX Writer. Et donc, on va parler d'une thématique qui intéresse beaucoup, beaucoup de nous en ce moment, c'est le design system. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le contenu doit s'intégrer au design system? Comment on fait? Et voilà, l'idée, c'est que Mike nous présente un peu son point de vue, son expertise, et on aura ensuite un temps de questions-réponses. Voilà, à toi, Mike. Bon, alors ouais, bonsoir tout le monde. Déjà, un grand merci au groupe UX Writers France pour l'invitation de parler ce soir. Ça fait toujours plaisir de parler de ce métier que j'adore. Aussi, merci à tout le monde qui est en train d'assister à ce meet-up aussi. Je vois que vous êtes nombreux et si vous êtes en train de regarder le replay, parce que enfin, il y aura un replay en ligne, merci à vous aussi. Du coup, déjà, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation pour ce soir. Et c'est parti. Euh, J'espère que vous voyez tous mon écran. Il me semble que ça va. Du coup, ouais, le sujet de ce soir, c'est l'UX Writing au sein d'une équipe Design System. Et pour commencer, on va vraiment commencer par quelques questions. Euh, du coup, n'hésitez pas à écrire vos réponses dans le chat. Je vais essayer de sauver les réponses parce que ça m'intéresse de savoir jusqu'à quel point vous connaissez ce sujet. Et aussi, en tant que UX writer, c'est toujours important de connaître son audience. Et du coup, c'est aussi l'opportunité de commencer à vous connaître aussi. Du coup, la première question,
question vraiment large, bah, qu'est-ce que c'est un design system? Et n'hésitez pas ouais, à mettre vos réponses dans le chat. Oh. Je vois si je vois il y a quelques réponses ou pas. Sinon, j'ai une définition. Ah, ok, une source de vérité. C'est vrai. Je sais pas. Ouais. Ok. Charte fonctionnelle. Un ensemble de conseils pour bien rédiger. Bah oui, ça c'est un peu comment je vois les choses aussi. Euh, je trouvais une bonne citation oh, de Audrey Hack, qui a écrit beaucoup d'articles sur le sujet, d'ailleurs. Et selon elle, en design system, c'est un point de contact unique qui regroupe tous les éléments qui vont permettre aux différents acteurs dans le projet de le concevoir, de le réaliser et de le faire évoluer. Je pense que ce qui est très, très important par rapport à cette définition, c'est que c'est un outil qui est là pour plusieurs acteurs. Je pense que le nom design system en soi, c'est un peu trompeur parce que c'est pas que pour les designers en réalité. Et c'est un outil qui est là pour tout le monde en fait. Euh, Prochaine question. J'aimerais bien savoir si vous avez une équipe design system au sein de la boîte où vous travaillez actuellement, ou ça peut être l'ancienne boîte aussi. Non, oui. Bah oui, c'est une question oui et non, en réalité. Ok, je vois pas mal de oui. Non, il n'y a pas d'équipe. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a... Parce qu'en soi, on peut bosser dans une boîte où il y a une équipe dédiée à construire un design system, ou en soi, il y a peut-être un design system qui existe, mais il y a plusieurs contributeurs à cet outil. Et ensuite, qui fait partie de cette équipe design system s'il y en a dans la boîte? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans une équipe design system? Ah, ça c'est ça c'est un problème de clarté de ma question aussi. Je voulais savoir s'il y a des gens qui sont là, qui sont en train de me regarder en réalité, si vous faites partie de cette équipe. Mais c'est vrai que en soi, les réponses sur les designers, les devs, en ou une PO, c'est tout à fait la réalité aussi. Euh, et ensuite, et ça c'est la question peut-être la plus importante, si vous travaillez dans une boîte avec un design system, bah, est-ce que ce design system contient les guidelines UX Writing ou pas? À moitié. Oui et non. Ok, là, Marion qui dit non, Morgane qui dit oui. Euh, ok, les règles générales. Ok, ouais, en effet. Euh, très bien. Bah, ça va être un peu l'objectif de ce soir, c'est d'en parler de l'UX Writing au sein d'une équipe design system. Euh, mais avant de vraiment parler de ça, parce que vous ne me connaissez pas, hein, déjà, je vais juste aller rapidement et parler de mon parcours. La raison pour laquelle je le fais, c'est aussi pour montrer à ceux qui s'intéressent à l'UX Writing, ceux et celles qui veulent devenir UX Writer un jour, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de parcours type. Voici mon parcours. Si vous assistez au meetup de UX Writer France, vous allez voir que
souvent les intervenants, ils ont des parcours qui sont différents parce qu'il n'y a pas de parcours type pour devenir UX Writer. Euh, Déjà, je vais parler de mes études vite fait, même si ça commence à dater. Euh, c'est déjà le nom de mes études, on peut dire que c'est du jargon, alors que mon objectif dans la vie, c'est d'éviter le jargon. Mais ce que j'ai étudié, en gros, c'était des langues vivantes et des sciences politiques, ce qu'on appelait à ma fac Modern European Studies. Enfin, en même temps, je suis un fan de l'Europe, du coup, c'est logique. Et en gros, par rapport à mes études, c'était très, très linguistique et aussi à la compréhension des cultures différentes. Et je trouve que en soi, ces études, bon, ça m'a beaucoup aidé en tant que UX Writer aujourd'hui. Euh, J'étais prof pendant un an. Et on peut dire, OK, de prof à l'UX Writer, comment ça se fait? Mais en soi, en tant que prof, l'empathie est très, très importante, comme pour un UX Writer. Et, euh, et ensuite, après un an en tant que prof à Chartres, je suis arrivé à Paris et j'ai commencé à travailler euh, chez Blablacar. Pour commencer, j'étais dans l'équipe relations membres où j'étais en contact avec les utilisateurs. Non, on ne dit pas les utilisateurs chez Blablacar, c'est les membres de la communauté de Blablacar. Euh, J'étais très en contact et en relation avec eux. Et ensuite, j'ai commencé à rédiger de plus en plus et j'étais content specialist pendant quelques années là-bas, où j'ai rédigé surtout les outils ou le contenu de support, du coup, les FAQ, les réponses types qui ont été envoyées par les agents. Et depuis novembre 2019, je suis chez GetAround en tant que UX Writer. Et comme Camille a dit, ouais, GetAround, pour ceux qui ne connaissent pas cette application, c'est une application d'autopartage où les propriétaires de véhicules mettent en location le voiture et on a les locataires qui les louent à l'heure ou à la journée. Oh, ça, c'est moi. Et en tant que UX Writer chez GetAround, je suis le seul. Ça veut pas dire que je suis seul au quotidien. J'ai une super équipe de designers, une équipe produit et toute l'équipe en général. Mais je suis le seul UX Writer chez GetAround. Et ça m'intéresse de savoir si vous pensez que ça veut dire que j'appartiens à aucune squad. Une squad, si vous entendez ce mot pour la première fois, c'est ce qu'on appelle une équipe avec des profils très, très différents. Du coup, il y a souvent en product manager, il y a souvent en designer, et il y a souvent en data analyst et les développeurs front, back, mobile qui vont concevoir et créer et faire les fonctionnalités tous ensemble. Du coup, ouais, est-ce que vous pensez que j'appartiens à aucune squad en tant que seul UX Writer ou est-ce que j'appartiens à toutes les squads? Donc, du coup, je vais voir un peu dans les... Du coup, à toutes, à toutes, à toutes. Ouais. Vous allez voir. Quelqu'un a dit transversal. Ouais, ça c'est bien parce que voici notre équipe Product and Engineering chez GetAround en Europe. Et ça va être peut-être compliqué à trouver ma petite tête quelque part, mais je vais vous aider. Euh, et en soi, ouais, en effet, on voit que je suis un peu partagé un peu partout. Partager, c'est le bon mot. Quand on voit le shared qui est marqué pour les tribes marketplace et car sharing. Et on voit que ma tête aussi dans la squad Cobalt. Du coup, je suis un peu partout. Et en soi, j'aime bien ça. Euh, et juste pour aussi illustrer
comment ça impacte ma vie quotidienne dans cette boîte. Ben, voici l'agenda de ma première semaine chez Getaround. Aussi, toutes mes réunions, j'espère qu'il n'y a rien de trop privé dedans, je pense que ça va. Voici les meetings squad que j'avais pendant ma première semaine. En soi, pas beaucoup. J'en avais un seul, c'était avec la squad Cobalt. Et à part de ça, j'avais pas mal de meetings, mais pas beaucoup d'intégration ou avec des squads pendant la première semaine. Alors que en septembre 2020, peut-être j'ai triché un peu parce que j'ai choisi une semaine qui était très, très chargée parce qu'on était en plan d'atelier pour notre roadmap de Q4. Mais on voit déjà que ma semaine est beaucoup plus chargée par rapport aux réunions. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il ne faut pas en avoir trop parce que ça enlève le temps d'explorer, commencer à faire la réflexion aussi. Mais quand on voit cette semaine, les meetings que j'avais avec les squads, ok, peut-être j'ai triché parce que, comme j'ai dit, on était en atelier pour les roadmaps, mais on voit que j'en ai beaucoup plus que ma première semaine. Tout ça pour dire, c'est que l'intégration dans certaines squads, ça a pris du temps. Et pour ceux qui veulent devenir UX Writer un jour ou viennent de commencer à travailler en tant que UX Writer, ça peut prendre du temps. Alors que pour moi, dans la squad Cobalt, ça a été immédiat. Dès mon premier jour, j'étais inclus et intégré dans cette squad. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore expliqué. C'est quoi Cobalt? Parce que j'imagine que je ne connaissais pas ce mot. Cobalt, c'est le nom de notre design system en Europe, chez Getaround. Et ce que vous allez voir, si vous n'êtes pas très familier avec les design systems, ils ont quasi tous un nom. Parce qu'en soi, un design system, c'est un produit pour ceux qui travaillent dans les équipes produits ou engineering. Et du coup, ouais, en soi, c'est un produit pour un produit. Et pour que ça rentre un peu plus dans la tête, souvent, on va donner un nom à ce design system, mais aussi, je pense que ce qui est assez malin, c'est pour montrer que ce n'est pas que pour les designers non plus. La mission de la squad Cobalt, alors l'équipe design system de Getaround, c'est d'apporter une vision claire pour nos interfaces, améliorer la qualité de l'expérience et la vélocité de nos équipes tech et design. Du coup, ça, c'est notre mission. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours à chaque fois qu'on travaille sur les sujets de design system. Alors, ça, c'était une introduction qui était assez longue et importante, je pense. Et maintenant, on va voir le programme de cette présentation. Déjà, je vais vous montrer comment on a organisé la documentation de notre design system. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est mon rôle au sein de tout ça, parce qu'en soi, c'est un travail qui est très vaste et qui a pris beaucoup de temps. On va faire un deep dive et je sais que je devrais probablement essayer d'éviter les anglicismes, mais ce n'est pas toujours facile pour moi. Et des fois, un mot en anglais, ça marche mieux. Du coup, on va faire un deep dive sur les consignes que j'avais écrites sur les flash et les push. On va terminer par voir comment je fais ou on fait en général pour faire en sorte que tout le monde utilise le design system et respecte aussi les conseils qu'on a donnés dedans. Du coup, l'organisation de la documentation. Encore une fois, et je ne sais pas si vous voyez là-haut, peut-être c'est caché par ma tête, mais vous allez voir que par rapport à la navigation de notre design system et les fondations, il y a les composants, il y a une partie qui s'appelle contenu et les patterns. Et ça, c'est juste comment on a organisé notre
documentation, et voici ce qu'on met dedans. Du coup, les fondations, c'est surtout des éléments qui restent un peu figés, statiques, sauf c'est un rebranding, par exemple. Du coup, quand il y avait le rachat de Drivey par Getaround, c'était à ce moment-là où nos fondations ont changé par rapport à nos couleurs, même la typo. Mais en soi, au quotidien, ça c'est des éléments qui restent les mêmes tout le temps. Il y a souvent des design systems aussi avec le tone of voice dans les fondations. On n'a pas organisé notre design system comme ça pour le moment, mais aussi notre documentation, ça évolue presque tous les jours. Du coup, peut-être un jour, ça va être dans les fondations au lieu de dans la partie contenu. Ensuite, on a les composants qu'on a organisés par type de composant. Partie content ou contenu, on a une première partie qui est un peu générale et ensuite plus spécifique liée à notre l'équipe, la copie dans notre produit et aussi les éléments de l'équipe brand. Et on a aussi une partie de pattern. La carte, c'est très important pour nous pour trouver des voitures qui sont disponibles dans le coin, mais aussi on a aussi certains patterns de onboarding. Et par rapport à notre documentation, moi, je touche principalement à ces deux éléments au milieu par rapport aux composants. Pas tous les composants, mais surtout, par exemple, les composants de communication, ce qu'on voit tout en bas. Et aussi, toute la partie content, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est mon bébé, mais en soi, pour moi, c'est peut-être l'élément le plus important de notre design system. Et qu'est-ce que c'est mon rôle dans tout ça? Si on se remet en 2020, Q1 2020, du coup, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, voici ce qu'on avait comme roadmap pour la squad Cobalt, la squad Design System. Il y avait beaucoup d'éléments dedans. Ce qu'on a essayé de aussi catégoriser en fonction de la partie globale, c'est en soi, c'est à la fois pour l'équipe design, je suis dans cette équipe, ou un peu général pour les développeurs. Ensuite, on a toute cette partie web et mobile. Et par rapport à mes responsabilités dans cette roadmap, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments en soi, mais ce qui est compréhensible parce que je ne travaille pas à temps plein dans cette équipe Design System. Je passe entre 10 et 20% de mon temps à travailler là-dessus. Mais j'avais quand même, même s'il y a il y avait un résultat que j'ai dû faire avant la fin de cette quarter. J'avais quand même pas mal d'éléments dedans. Et si on voit un peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces éléments où on a dû écrire les guidelines, on a ce qu'on appelle les flash messages chez nous. On a aussi les notifications. Et ensuite, on a d'autres composants comme le callout. Encore une flash, mais vous allez voir, il y a une tendance ici aussi. C'est les messages d'erreur. Et du coup, ça, c'était un peu ce que j'ai dû prioriser en Q1 2020 pour notre design system. Et on va voir deux éléments, ce que je viens de vous montrer là maintenant, un peu plus en détail sur comment j'ai réussi à construire des guidelines par rapport au flash et la push. Du coup, on va reprendre un peu de recul parce que ça va vous aider à voir aussi le fait que je touche à la fois la documentation de nos composants et aussi de notre contenu. Du coup, si on enlève
toutes les catégories que j'avais mis dans notre documentation, on voit que le flash est trié dans notre header qui s'appelle composant et la push est plutôt triée dans le header qui est contenu. Et pour ce flash, et peut-être vous connaissez le flash par un autre mot, peut-être le toast ou snack bar, encore une fois, c'est des mots en anglais, et je suis désolé. Mais je ne vais pas dire le pain grillé pour parler de ce composant. Pour ceux qui ne connaissent pas, en flash, c'est un message qu'on affiche après une action de l'utilisateur. Et c'est affiché dans l'écran, ça peut être en bas, ça peut être là-haut, ça peut être centré. Et ça reste pas, c'est pas un message qui est permanent. Et ce message, il disparaît après une dizaine de secondes. Du coup, c'est toujours lié aux actions qui ont été faites ou peut-être mal faites par l'utilisateur. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous commencerez à écrire des guidelines pour un tel composant. Je ne sais pas si vous avez des idées. Je viens de voir aussi un message de Amandine sur la salle d'attente. OK. Alors, je suis en train de voir, ouais. OK, comment commencer à écrire ces guidelines? Alors, on a d'abord un benchmark, ouais, pour voir l'état de l'un. Ensuite, des maquettes pour les test users, OK. Regarder d'autres produits. En effet, est-ce qu'il y a d'autres idées sur comment écrire des guidelines pour un tel composant? Sinon, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et ça, c'est plutôt mon approche et je ne pense pas que ce soit la seule. Et ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a d'autres. OK, connaître la cible, voir les utilisateurs. En audit interne, des composants existants pour unifier. Ouais, que des bonnes réponses, même s'il n'y a pas une seule bonne réponse, bien sûr. Voici comment je l'ai fait. Déjà, ce qui est le plus important, c'est de ne pas réinventer la rue. Ce n'est pas très nécessaire. Il y a aussi les tendances et standards qui existent par rapport à certains composants. Ce que j'ai fait et ce que je fais toujours quand je dois travailler sur le design system en soi, c'est de benchmarker à d'autres design systems parce que il y a des boîtes qui sont plus en avance que nous par rapport à la documentation. Et c'est aussi pour m'inspirer, pour voir s'il y a d'autres approches que ce que je fais d'habitude. Et j'espère, pour m'améliorer en tant que UX writer. Du coup, j'ai quelques exemples de design system que je regarde assez régulièrement. Ce n'est pas du tout exhaustif. Il y en a d'autres. Mais j'espère que ça va vous aider aussi si vous voulez vous inspirer de d'autres design systems. Du coup, il y a Polaris de Shopify. Peut-être les meilleurs, je ne sais pas, ça va être intéressant de voir si ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est probablement le meilleur design system qui existe. Ensuite, je pense que je suis allé un peu trop vite. Il y a aussi Material Design de Google, très, très utile aussi, surtout par rapport au design plus code pour les développeurs. On a peut-être une chose qui est bien faite du gouvernement UK, et j'ai le droit de l'aider en tant que Britannique. Mais le gov.uk Design System est bien complet et bien documenté. Je ne me suis pas dit que je serais inspiré par un gouvernement, mais c'est le cas. On a Lightning de Salesforce aussi. Et pour ceux qui veulent soutenir les Français, on a aussi Oxygène de Doctolib qui a été partagé publiquement il y a quelques mois.
Du coup, je commence souvent par un benchmark quand je vais écrire les guidelines de composants. Ensuite aussi, il ne faut pas oublier Mailchimp pour ceux qui s'intéressent vraiment à 100% à la copie, parce qu'en termes de style guide de contenu, c'est une ressource excellente à utiliser. Ensuite, après avoir fait le benchmark, je vais voir s'il y a des guidelines qui existent déjà, parce que j'ai commencé à travailler chez GetAround en novembre 2019. Le design system existait déjà et il y avait déjà les guidelines existants sur la copie grâce au travail de notre copywriter brand et aussi les designers qui étaient déjà très intéressés à l'UX Writing. Du coup, je n'ai pas dû commencer à zéro. Il y avait déjà quelques guidelines qui existaient et c'était mon rôle aussi de revoir ces guidelines et aussi de les améliorer, d'ajouter d'autres éléments qui étaient peut-être ratés ou pas mis dedans. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était en audit de voir et d'essayer de comprendre aussi comment l'équipe écrivait les flash messages avant. Est-ce qu'il y avait des patterns linguistiques qu'ils utilisaient? Est-ce qu'il y avait un peu des tendances ou des mots qui se répétaient assez souvent? Et en faisant ça, ça m'a beaucoup aidé à terminer par écrire des guidelines qu'on a actuellement. Parce que j'ai vu que il y avait quelques patterns un peu différents. Il y avait par exemple le mot successful, alors que c'était un flash de succès qui avait déjà une couleur verte dedans avec un petit tic. Du coup, ce mot était peut-être un peu doublant dans le composant. Et ce qui était le résultat final, et ce qu'on va voir aussi un peu plus tard dans la présentation. Mais le résultat final, c'était toute cette documentation avec des guidelines à la fin qui sont un peu plus complets, avec un peu plus d'exemples aussi, parce que les exemples vont aider l'équipe à bien suivre et à comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, voici le résultat pour le flash. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est j'ai dû faire les guidelines pour les push aussi. Est-ce qu'il faut suivre le même process ou pas? Est-ce que c'est quelque chose où dès qu'on a un process, c'est très facile à écrire des guidelines pour le design system, ou est-ce qu'il faut s'adapter en fonction du composant ou à l'élément de contenu? Du coup, ça c'est le spoiler, je voulais voir dans le chat. Si vous avez des questions, et je viens de voir la question, je pense qu'on aura le temps pour les questions à la fin. Mais déjà, oui, est-ce que vous suivrez le même process pour les push ou pas? Après, ça dépend du composant. Ouais. Je pense qu'en effet, ça dépend. C'est une bonne réponse. C'est la réponse facile, je pense. Ouais, ça dépend de la place qu'on a aussi. Tout à fait. Bon, moi, je vais trancher un peu plus que ça dépend. Moi, je vais dire que pas forcément. Du coup, pour les push, j'ai pas pu suivre exactement le même process que pour les flash. Pourquoi? Ce qui était important cette fois-ci, c'était notre vision et comment on voyait les choses évoluer. Ce qu'on voit à gauche, c'était comment rédiger nos push avant. Et j'avoue qu'il y a toujours des push qui ressemblent à ça qu'on envoie à nos utilisateurs. Ça, c'est à faire. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Mais avant, on avait un peu les push, on va dire, comme avant. Enfin, c'est-à-dire, il y avait
en body text et c'est tout. Alors qu'elle avait cette possibilité d'avoir les titres dans les push. Et on voulait en profiter de cette évolution pour avoir les push qui sont peut-être un peu plus scannables aussi, d'avoir une hiérarchie d'informations. Du coup, ça, c'était notre vision. C'était d'ajouter les titres. Du coup, déjà, ça change pas mal de choses par rapport à mon process pour le composant Flash. Ensuite, ce que j'ai dû prendre un peu plus en compte cette fois-ci, c'était un peu les standards. Du coup, les standards Apple par rapport au push et aussi les standards d'Android. Pourquoi? Si on voulait ajouter un titre, il ne faut pas que le titre soit tronqué. Ça, c'est crucial. Et ensuite, ça va être de comprendre, OK, si on a le titre, c'est quoi notre capacité pour le body? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte? Et aussi, est-ce que c'est pareil sur Android et sur Apple, sur iOS? Et même si ce n'est pas pareil, même si, imaginons qu'il y a les exceptions ou les différences, est-ce qu'on va quand même ignorer un peu le fait que ça ne marche pas exactement de la même façon pour avoir des notifications qui sont homogènes, peu importe si un utilisateur a un portable Apple ou Android. Ce qui était important cette fois-ci aussi, vu qu'on avait le but d'ajouter les titres, c'était aussi de réfléchir, OK, c'est excellent, on va ajouter les titres. Faut aussi réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce titre. Et ce qu'on a fait, c'est on a essayé de catégoriser nos push pour savoir c'est quoi le message qu'on veut transmettre à l'utilisateur dans cette notification. Et en fonction de cette catégorisation, on avait en objectif ou en but un peu différent pour le titre. Et ça, c'était hyper important pour mettre en place notre stratégie pour les titres. Et bien évidemment, et ce que j'avais pas mis, mais il y avait aussi d'autres similitudes que la dernière fois, c'était aussi de benchmarker, de voir comment font. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui ont des guidelines sur les titres ou pas? Est-ce que j'arrive à comprendre un peu les stratégies de d'autres boîtes juste en regardant les milliers de notifications que je reçois par semaine? Aussi, ce que j'ai dû prendre en compte, c'est qu'il y a une différence entre les push transactionnels, ce qui est en travail d'une équipe produit et d'un UX Writer versus les push marketing qui, ça me concerne, mais je ne suis pas chargé d'écrire ces notifications. Et notre résultat final, là, on voit aussi des guidelines qui sont peut-être encore plus complets que la dernière fois. Il ne faut pas essayer de tout lire parce que je vais vous montrer plus de détails qui sont un peu plus pertinents plus tard. Mais on voit qu'il y avait pas mal de guidelines sur l'usage déjà, comment bien structurer les éléments qui sont dans une notification, comment on a catégorisé et aussi ensuite les règles de contenu par rapport au titre, par rapport au body et aussi les emojis parce que on peut ajouter les emojis, mais il faut aussi être assez prudent pour les notifications de produits parce que si on ajoute beaucoup d'emojis, est-ce que ça va ressembler à une notification de marketing qui peut-être a plus de chances à être ignorée? Je ne sais pas, mais peut-être. Du coup, ouais, ça, c'était un peu mes process et comment j'ai construit les guidelines pour l'équipe. Mais le plus important ensuite, c'est que ces guidelines sont utilisés par l'équipe pour que tout le monde qui rédige dans l'équipe arrive à suivre ce qu'on a mis en place dans notre équipe Design System. Du coup, c'est parti, ça s'appelle Empower. Pourquoi choisir un mot anglais? Parce que je pense que ça sent mieux que habilité. Je
je ne suis pas sûr, mais pour moi, Empower, j'arrive un peu mieux à dire ce que je veux exactement dire par ce mot. Du coup, dernière interaction, je pense, avant d'avoir la possibilité de poser vos questions à la fin. Mais ce qui m'intéresse cette fois-ci, n'hésitez pas à écrire vos réponses dans le chat. C'est ça m'intéresse de savoir comment partager ces guidelines avec tout le monde qui a la main sur la copie dans le produit. Du coup, je vais revoir dans le chat. Il y a Amandine qui a une autre suggestion de Empower déjà, ce qui est bien. Du coup, fais une présentation à l'oral. Est-ce qu'il y a d'autres réponses dans le chat? Il y a les démos. On fait ça pour présenter l'usage. Ça, c'est une bonne idée pour les office hours parce que j'ai des office hours, mais je n'utilise pas mes office hours pour présenter l'usage. Du coup, merci pour l'idée, Hélène. En jeu, c'est pas mal. Pourquoi pas? Qu'elles soient faciles à partager. Ouais. OK. Je vais voir comment on le fait chez GetAround. Déjà, on a la documentation, ce qui est un peu le début du travail en soi. Enfin, c'est le début de la fin, je veux dire. Parce qu'on a fait tout ce travail en amont pour rédiger les guidelines, il faut les publier et on les publie dans notre documentation. Du coup, voici un aperçu des guidelines que j'avais fait sur le Flash, où on voit les do et les don't. Il ne faut pas forcément en don't pour chaque do, mais on a à la fois les do et les don't avec les exemples pour bien illustrer ce qu'on veut dire par chaque consigne. La même chose pour les push. Ici, on voit quelques concepts pour les titres, surtout ce qui aide notre équipe, j'espère, à bien comprendre comment rédiger un titre, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre dans le titre. Du coup, on va commencer par la documentation. Ensuite, ce qui est vraiment très, très cool, c'est que on peut faire un lien entre notre design system et notre outil de conception, ce qui est Figma, comme peut-être tout le monde. Du coup, déjà, par rapport à nos composants, ce que j'essaie de tester pour voir si ça aide ou pas, c'est que des fois, je vais mettre, si c'est aussi simple que ça, je vais peut-être mettre une chose à ne pas rater en tant que placeholder pour le composant. Et comme ça, à chaque fois que un designer ou moi-même ou en PM veut utiliser ce composant, en placeholder, je vais voir déjà des règles à suivre. Et ça, je pense que c'est mieux que juste mettre lorem ipsum en tant que placeholder, ou juste dire this is the flash message ou this is the flash component, parce que si on a bien nommé nos composants, on le sait déjà. Du coup, il n'y a pas de valeur ajoutée à juste mettre ça en placeholder. Du coup, j'essaie de mettre quelques règles là-dedans. Et ensuite, ce qu'on voit à droite, c'est une introduction sur qu'est-ce que c'est ce composant. Ça, c'est un peu plus design que UX Writing. Mais on a aussi un lien vers la documentation. Du coup, c'est possible de consulter et pour en savoir plus si besoin. Et du coup, on a fait la même chose pour les push aussi, où on a mis nos guidelines dans le composant pour que ce soit un peu plus facile à les en avoir en tête en utilisant le composant.
Ensuite, on a un peu la diffusion écrite, c'est-à-dire on a notre channel Slack où on peut partager les nouveautés de notre design system, ce qu'on vient de mettre à jour, ce qu'on vient d'ajouter, ce qui arrive bientôt. Et comme ça, ceux qui s'intéressent à notre design system peuvent consulter ces messages et voir les nouveautés. Et ensuite, et je pense qu'il y avait cette réponse dans le chat par rapport aux présentations orales. On a déjà des rituels dans les équipes produits et engineering. On a notre démo day où d'habitude, c'est les PM qui ont la parole pendant ce meeting pour présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont en cours, qui ont été livrées, euh, pour, euh, pour aussi présenter peut-être les premières analyses par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui sont en prod. Et il y a un moment où le PO de notre équipe Cobalt, il présente aussi le travail qui est en cours dans notre squad. Et comme ça, c'est aussi un moment pour partager les nouveautés sur la documentation. Et pour terminer, on peut aussi utiliser d'autres rituels, dont, par exemple, un meeting avec toute l'équipe produit pour présenter à toute l'équipe les guidelines qui ont été rédigés pour que tout le monde soit au courant. Et comme ça, il n'y a pas d'excuse si certains ne suivent pas les guidelines. Mais tout à fait, je pense que les office hours, c'est un bon point aussi. Aussi, ça peut être aussi juste de faire les rappels quand il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur quelque chose pour qu'il soit au courant des guidelines qui existent. Et aussi, si on fait les ateliers de rédaction à plusieurs, ça vaut le coup aussi de revoir les guidelines si on va se concentrer, par exemple, sur les notifications, de juste se rappeler de, OK, bah, quels sont nos guidelines pour les notifications et après de commencer l'atelier, à commencer à travailler et à explorer un peu plus. Et on est vers la fin. Du coup, je sais qu'il a déjà quelques questions qui ont été posées pendant la présentation. Du coup, je pense que ça va être le moment de les poser. Et ouais. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour l'interaction aussi pendant la présentation. Du coup, Amandine ou Camille, je ne sais pas comment on veut. Ah oui, ok. Bah, je vais arrêter mon partage d'écran. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ou j'arrête. Moi, je ne suis pas vraiment un expert de... Ah, ok, je vois. Et ensuite, je peux mettre Amandine en... Ok. Je pense que ça devrait être bon pour Amandine maintenant. Je sais que moi, j'utilise pas Zoom tous les jours, du coup. Ouais, là c'est bon, normalement tout le monde peut m'entendre. Ouais, Ouais, juste t'entends. et même me voir, mais c'est peut-être pas nécessaire. Il y a eu plusieurs questions. La dernière me semble assez intéressante, celle de Julie, sur la question de comment tester le Content Design System sur l'utilisateur. Et elle soulève aussi le problème du benchmark, qui est que si les concurrents font mal, on reste dans la même veine. Ok. Est-ce que tu as pu confronter, toi, Mike, ton travail à des utilisateurs et avoir des retours?
Euh, la réponse simple, c'est non. Non, c'est pas, mais c'est un très, très bon point. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel je devrais creuser un peu plus. Ce que je sais, déjà par rapport aux notifications que je vous ai montré avec les titres, en réécrivant cette notification, on a vu une forte baisse de taux de contact par rapport à certains sujets à l'équipe support. Mais ce que je ne peux pas forcément savoir, c'est est-ce que c'était le fait de juste ajouter le titre ou est-ce que c'était plutôt le fait de réécrire totalement la notification en créant plutôt d'autres notifications qui sont plus personnalisées en fonction de l'action qui vient d'être faite. Et je pense que enfin, c'était plutôt le fait que la notification était mieux écrite que le fait d'ajouter le titre. Mais ouais, c'est un très bon point sur comment on peut se rendre compte de la qualité de notre design system. Et en réalité, il y a aussi, plus par rapport à ce travail, il y a la première partie, c'est d'écrire les guidelines, mais aussi il y a tout ce qui se passe après, et c'est de faire en sorte que ces guidelines soient respectés. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup plus de temps. Et on a toujours des notifications qui ne respectent pas notre design system parce qu'on n'a pas eu le temps de les réécrire. Mais c'est une très bonne question et je suis désolé que je n'ai pas une meilleure réponse. Mais si quelqu'un a déjà testé le design system ou fait quelque chose comme ça m'intéresse aussi de voir vos réponses dans le chat. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu 2 questions qui sont un peu connexes, mais en même temps qui touchent vraiment au design et content system. La question qui va plaire au linguiste en toi du glossaire et accessoirement de qui est owner du glossaire, et un peu la même chose pour le tone of voice. Ok. Qui est honneur. Chez nous, on a notre glossaire produit. Du coup, je suis honneur de ce glossaire, alors que clairement, je dois parler avec d'autres stakeholders. C'est pas que moi qui décide tout. Mais je suis plutôt honnête de notre glossaire, mais parce qu'on s'est dit que c'est le glossaire pour le produit et on dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas respecter à 100% le glossaire. C'est pour les raisons de SEO. On peut accepter des moments où on ne respecte pas le glossaire. Pareil pour le marketing si besoin. Et surtout pour l'équipe légale, des fois, dans nos CGU, on a besoin d'utiliser un langage qui est un peu plutôt beaucoup plus spécifique que enfin, les termes un peu plus légaux que ce que je veux mettre dans le produit. Par rapport au tone of voice, moi, je ne vais pas définir qu'est-ce que c'est notre tone of voice, même si je suis impliqué. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est la responsabilité de l'équipe brand. Mais ce que je peux contrôler un peu plus, c'est comment on fait en sorte que notre tone of voice est respecté dans le produit. Est-ce qu'il y a des moments où on peut vraiment aller un peu plus, où on peut avoir une touche un peu plus forte par rapport à notre brand dans le produit? Et ensuite, ça va être de voir, et c'est un travail qui est un peu en cours entre
entre notre brand copywriter et moi, ça va être aussi de faire une espèce de tone of voice journey. Ce qui va, dès que c'est fait, c'est en cours, mais en fait, ça va être de réfléchir un peu plus à toutes les interactions qu'un utilisateur pourrait avoir avec notre produit. Ça peut être du CRM, ça peut être le marketing, ça peut être le produit à l'application, mais aussi le support et de voir comment on adapte notre tone of voice au travers de ces touchpoints différents. Mais en soi, ouais, le tone of voice, c'est un peu plus, enfin, ouais, c'est plutôt pour l'équipe brand de définir, même si je suis impliqué, alors que notre glossaire, vu que c'est le glossaire pour le produit, c'est moi. Et j'ai une autre question complémentaire. Ce que tu as montré, ça s'applique très bien à l'anglais. Mhm. Est-ce que tu as prévu des guidelines ou des consignes, comme tu l'as si bien dit, pour la traduction? Est-ce qu'il existe un design system dans chaque langue? En tout cas, comment il se décline dans la stratégie de localisation? Mhm. Ouais, encore une fois, c'est un peu un projet pour cette année. On vient de recruter un communications manager qui est français et je pense un des projets, enfin, ça fait 2, 3 semaines qu'il travaille chez nous, du coup, c'est un peu trop tôt pour lui. Mais une des choses que j'aimerais bien faire avec lui, c'est de voir ces consignes qui sont en anglais et de voir est-ce qu'il y a des exceptions en français ou par rapport à la langue française. On va commencer en français dans un premier temps, juste en fonction de notre activité, le nombre d'utilisateurs qu'on a en Europe. Euh, mais je pense que ça va aider beaucoup aux rédacteurs français à bien suivre ou mieux comprendre même nos guidelines aussi parce que c'est vrai que de les faire en anglais, c'est une première chose, mais il faut aussi penser à toutes les langues. Et ça va être un beau projet pour les mois d'été, je pense. Donc là, je pense qu'on peut conclure parce que j'ai pas vu tellement d'autres questions. Pour conclure, c'est moi qui m'en charge. Je donne le lien du Linktree dans la conversation et vous pouvez trouver le lien du Ko-fi dessus. Donc pour info, Zoom est payant, Meetup est payant aussi, et pour l'instant, le collectif gère pas mal tout ça sur nos fonds propres. Et si vous avez quelques euros à nous lâcher, ce sera bienvenu. Voilà. Si vous avez d'autres, s'il y a des personnes qui ont des interventions à nous proposer, écrivez-nous, on est accessible et on est gentil. Voilà, et donc oui, on va mettre le replay en ligne dans quelques jours pour les personnes que ça intéresse ou pour faire tourner à vos collègues, histoire de convaincre de l'intérêt d'un design system qui parle aussi du contenu. Merci beaucoup. Et merci. Et aussi, si j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn aussi. J'aime bien partager un peu mes expériences avec d'autres personnes. Du coup, n'hésitez pas à m'écrire aussi.